Le président des États-Unis vient d'atterrir à Ankara. Il est là pour le sommet de l'OTAN. L'avion qu'il a transporté est un Boeing 747 à 8 flambants neufs, évalué à 400 millions de dollars, sorti des hangars de L3 Harris il y a quelques semaines à peine. C'est l'avion présidentiel le plus moderne jamais construit. Et à cet instant précis, pendant que les délégations se serrent la main dans les salles de conférence, des agents du Secret Service reçoivent une information. Ils ne la diffusent pas. Ils ne convoquent pas de conférence de presse, ils ne demandent pas l'autorisation au Congrès, ils ne ralentissent pas le programme officiel d'une seule minute. Ils font une chose simple, silencieuse, et qui va changer le cours de la journée. Ils changent d'avion. L'appareil à 400 millions de dollars reste sur le tarmac. Le président monte dans un autre avion. Un avion plus vieux, moins brillant, dont personne ne parle jamais dans les communiqués officiels. Un avion que la plupart des gens associent à une autre époque, à d'autres présidents, à d'autres crises. Et cela se passe pendant que les États-Unis mènent des frappes actives contre l'Iran. Pendant qu'un complot, selon des responsables américains qui l'ont confirmé à des médias, visait spécifiquement à abattre Air Force One avec un missile, pendant qu'un président américain se trouve à 1600 km des frontières iraniennes sur le sol d'un allié de l'OTAN, au milieu d'un conflit armé ouvert. Pourquoi l'avion le plus cher jamais construit pour protéger un président américain n'était pas assez sûr ce jour-là? Et qui avait les capacités, les réseaux, la détermination et la structure pour orchestrer une opération de cette nature à 1600 km de Téhéran? La réponse va vous obliger à revoir ce que vous pensez savoir sur la menace iranienne. Parce que ce n'est pas une histoire de technologie, ce n'est pas une histoire d'argent, c'est une histoire de vulnérabilité systémique. Et elle concerne l'Europe, elle concerne la France, elle concerne le Canada, autant qu'elle concerne Washington. Voici pourquoi. Posons d'abord le tableau complet, parce que le contexte change tout à ce qui va suivre. Nous sommes le 28 juillet 2026, le président américain atterrit à Ankara pour le 36e sommet de l'OTAN. La ville est à environ 1600 km des frontières iraniennes, pas un voisinage immédiat, mais une distance que des missiles de portée moyenne couvrent sans difficulté particulière. Et surtout, la Turquie est géographiquement connectée à des régions où les proxys iraniens opèrent librement depuis des décennies, l'Irak à l'est, la Syrie au sud, le Liban plus loin encore, autant de territoires où des milices financées, armées et dirigées par Téhéran ont une présence permanente. Ce contexte géographique à lui seul n'aurait pas suffi à déclencher une alerte. Ce qui a changé le calcul de manière décisive, c'est l'environnement militaire du moment. À l'heure même où le président pose le pied sur le sol turc, les États-Unis ne sont pas simplement en tension avec l'Iran, ils sont en guerre ouverte. Des frappes actives contre des cibles iraniennes sont en cours. Ce n'est pas une guerre froide, pas une tension diplomatique, pas un échange de menaces verbales. Ce sont des missiles qui tombent, des installations qui brûlent, des réseaux de commandement qui sont frappés. L'Iran riposte par des proxys, des drones, des opérations asymétriques. Le conflit est actif, bilatéral et sans ligne de front clairement délimitée. Dans ce contexte, les agences de renseignement américaines détectent quelque chose. Selon des responsables qui ont confié ces informations à des médias américains, il s'agit d'un complot crédible, spécifique et actionnable. Des forces proxy iraniennes auraient tenté de mettre en place les conditions nécessaires pour tirer un missile sur Air Force One, pas une menace générique, pas une rumeur de forum djihadiste, une opération avec des acteurs, un plan et une fenêtre temporelle identifiée. Le Secret Service est informé et la machine de protection présidentielle se met en mouvement discrètement sans que le programme officiel du sommet soit modifié d'une seconde. Pour comprendre ce qui se passe ensuite, il faut parler de deux avions. Parce que le choix entre les deux révèle quelque chose d'essentiel sur la façon dont la sécurité nationale fonctionne réellement, loin des communications officielles et des budgets de défense affichés. Le Boeing 747 A8 qui a transporté le président jusqu'à Ankara est, sur le papier, l'avion présidentiel le plus avancé jamais construit pour les États-Unis. Il est basé sur la version commerciale la plus récente du 747. La plateforme est plus moderne, l'architecture système est plus récente, les performances sont améliorées. Son coût de base tourne autour de 400 millions de dollars. Une somme qui n'inclut pas encore l'intégralité des systèmes défensifs spéciaux prévus pour un avion présidentiel. Cet avion était initialement un appareil commandé par Qatar Airways, offert à l'administration américaine, et il a passé des mois dans les hangars de L3 Harris, un contractant de défense spécialisé dans la modification d'aéronefs militaires à haute valeur, pour y recevoir les équipements nécessaires à sa mission. Et c'est exactement là que le problème commence. Ce chantier de retrofitting n'était pas terminé, des systèmes de contre-mesures clés n'avaient pas encore été installés, des équipements de protection électronique n'étaient pas encore opérationnels. L'intégration des défenses actives, celles qui permettent à un avion d'interagir avec une menace entrante, était toujours en cours. L'avion était beau, neuf, impressionnant depuis le tarmac, et partiellement nu face à une attaque réelle.
Le VC-25A, lui, c'est une autre histoire entièrement. Cet avion est basé sur un Boeing 747-200, une version des années 70. Il porte les numéros de queue 280000 et 29 000. Il a transporté des présidents américains depuis l'ère Bush-père, traversant toutes les crises majeures, tous les conflits, tous les moments où la sécurité du chef d'État était réellement en jeu dans des environnements hostiles. C'est pas un avion spectaculaire, c'est un avion éprouvé. Et dans la doctrine de sécurité présidentielle, éprouvé est le mot le plus important qui soit. Sa suite défensive est complète et opérationnelle, chaque composant a été intégré, testé et validé dans des conditions réelles. Il est capable de ravitaillement en vol, ce qui signifie qu'il peut rester en l'air indéfiniment sans jamais poser sur un terrain vulnérable ou imprévu. Il dispose de systèmes laser conçus pour perturber le guidage des missiles entrants des lasers infrarouges qui aveuglent les capteurs des têtes chercheuses, interrompant le verrouillage de la cible dans les dernières secondes avant l'impact. Il embarque des contre-mesures actives capables de dérouter des munitions en approche, en particulier des missiles solaires, en les attirant vers des leurres thermiques qui imitent la signature des réacteurs. Il est blindé contre les impulsions électromagnétiques, ces rafales d'énergie qui peuvent paralyser l'intégralité de l'électronique embarquée d'un aéronef standard en quelques millisecondes, une capacité d'attaque que plusieurs acteurs étatiques, dont l'Iran, ont développé et continuent de perfectionner. La plupart de ces systèmes ne sont jamais décrits en détail dans les documents publics. Ce que l'on sait avec certitude, c'est qu'ils ont été construits dans l'avion dès l'origine, maintenus à jour régulièrement, et jugé fiable par les équipes de protection présidentielle après des décennies d'utilisation en conditions réelles. Le Secret Service a donc pesé les deux options disponibles face à la menace identifiée. D'un côté, l'avion le plus cher du monde, le plus récent, le plus visible sur le tarmac, mais dont les défenses actives n'étaient pas entièrement en place. De l'autre, un appareil vieillissant, dont chaque système de protection avait été éprouvé dans des conditions réelles, dont l'autonomie était théoriquement illimitée grâce au ravitaillement en vol, et dont les capacités défensives couvraient un spectre de menaces allant du missile infrarouge à l'attaque électromagnétique. La décision a été prise en quelques minutes, sans communiqué de presse, sans explication publique, juste un transfert silencieux pendant que le sommet de l'OTAN continuait à l'intérieur et que personne dans la salle de conférence ne savait encore ce qui s'était passé sur le tarmac. Ce moment révèle quelque chose que les budgets de défense n'enseignent pas spontanément et que les annonces de contrats militaires dissimulent systématiquement. La technologie nouvelle n'est pas automatiquement la technologie sûre. Un système qui n'a jamais été testé en conditions réelles n'est pas un système sur lequel on parie la vie du chef d'État. Un prototype coûteux avec des défenses incomplètes est moins sûr qu'un appareil vieux de 40 ans dont chaque composant a été validé sous pression. Le Secret Service l'a appliqué ce jour-là avec une clarté qui devrait faire réfléchir n'importe quel ministre de la Défense. Mieux vaut un avion vieux et vérifier qu'un avion neuf et incertain. Mais changer d'avion n'est que la première couche de protection. La deuxième se déploie dans les airs et elle repose sur des hommes et des femmes dont le rôle est rarement décrit avec précision dans les récits officiels. Chaque fois qu'Air Force One vole dans un environnement potentiellement hostile, il n'est jamais seul. Des chasseurs lui servent d'escorte. Leur mission ne ressemble pas à ce que le grand public imagine. C'est pas simplement voler à côté. C'est une mission de défense aérienne active, structurée autour d'une doctrine militaire précise que les pilotes appellent « Defensive Counter-Air ». L'objectif n'est pas de réagir à une attaque. C'est d'empêcher qu'une attaque atteigne sa phase finale, identifier, intercepter, neutraliser avant que la cible soit jamais dans la ligne de mire d'une menace réelle. Ces pilotes ne regardent pas l'horizon, ils surveillent leur système radar en permanence, ils scrutent l'espace aérien dans toutes les directions simultanément et ils maintiennent une veille qui ne s'interrompt jamais pendant toute la durée de la mission. Ils doivent identifier et catégoriser chaque contact aérien avant qu'il devienne une menace. En pratique, cela signifie des heures de concentration maximale dans un cockpit, les yeux qui bougent constamment entre les instruments et les systèmes d'alerte, et l'esprit qui évalue en permanence la probabilité que tel ou tel contact soit hostile. Le principe n'est pas nouveau. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les chasseurs d'escorte protégeaient les bombardiers de la même façon restant proches, maintenant une veille permanente, et prêts à intercepter avant que l'ennemi soit assez proche pour être dangereux. Ce qui a changé en 4-20 ans, c'est la nature des menaces. Les chasseurs adverses ont été rejoints par les drones de précision, les missiles de croisière et les missiles solaires que n'importe quelle organisation armée sérieuse peut désormais se procurer. La situation dans la région au moment des faits n'était pas théorique. Des événements concrets avaient déjà démontré que les frontières de ce conflit étaient poreuses et que les acteurs iraniens étaient prêts à agir. Un chasseur iranien type F-5 avait réussi à pénétrer l'espace aérien koweïtien sans être détecté dans un premier temps, une démonstration que la surveillance n'est pas hermétique
même dans des espaces normalement contrôlés. Quelque temps plus tard, un FDX-8 koweïtien avait abattu un appareil dans la région dans un contexte d'escalade rapide, illustrant à quel point une situation peut basculer en quelques secondes. Ces deux événements illustrent ce que les pilotes d'escorte savent depuis longtemps. Les menaces peuvent surgir vite, de directions inattendues, dans des espaces supposément sécurisés. Et dans un environnement de conflit actif, chaque vol doit être traité comme une cible potentielle, chaque contact comme une menace possible, et chaque seconde comme la dernière avant qu'une décision doive être prise. Dans le scénario extrême où tous les autres systèmes de protection ont échoué, où la menace n'a pas été détectée assez tôt, où les contre-mesures de l'avion n'ont pas suffi, le chasseur d'escorte est censé placer son propre appareil entre la menace et Air Force One. C'est la doctrine du dernier rempart. Humain, délibéré et sans hésitation. C'est pas une métaphore, c'est un protocole. Mais identifier qui a ordonné ce complot et comprendre la structure qui le rend possible est la question qui change réellement l'échelle du problème. Les responsables américains pointent vers une structure précise à l'intérieur du système militaire iranien. Cette structure s'appelle la Force Code en arabe. Codod signifie Jérusalem, une référence à la rhétorique fondatrice du régime islamique. C'est une division de la garde révolutionnaire islamique, le corps d'élite, qui encadre non seulement la sécurité intérieure du régime, mais aussi et surtout ses opérations extérieures. On estime que la Force Code compte environ 15 000 personnels, mais son importance ne se mesure pas à son nombre. Elle se mesure à sa doctrine et à sa portée géographique. La Force Codes ne combat pas à l'intérieur des frontières iraniennes. Sa mission principale est de diriger, financer, former et coordonner des organisations armées hors d'Iran. Elle est présente au Liban avec le Hezbollah, au Yémen avec les Houthis, en Irak et en Syrie, avec des dizaines de milices qui reçoivent des armements, des formations et parfois des officiers iraniens intégrés dans leur structure de commandement. Ce réseau couvre une géographie qui va de la Méditerranée orientale jusqu'aux frontières de l'Afghanistan. Ce modèle opérationnel a un nom que les analystes utilisent systématiquement pour le décrire, la déniabilité plausible. L'Iran n'est jamais directement visible dans l'action. C'est toujours un proxy, une milice, un groupe armé qui tire, qui pose des bombes, qui fait exploser un drone et qui peut ensuite être désavoué publiquement par Téhéran si nécessaire. Cette structure permet à l'Iran de projeter de la puissance dans toute la région et au-delà sans jamais engager formellement son armée régulière et sans offrir une cible légale directe à une riposte internationale. À l'intérieur de la Force Codes existe une division encore plus spécialisée, identifiée par les services de renseignement occidentaux comme l'unité des opérations extérieures. Cette unité a été historiquement liée aux tentatives d'assassinat les plus ambitieuses menées par l'Iran en dehors de ses frontières. Ce sont ces équipes qui, selon les analystes, auraient été impliquées dans la planification d'opérations visant des responsables américains et des opposants iraniens en exil en Europe et en Amérique du Nord. Mais il y a une couche supplémentaire à cette situation en 2026 et elle rend le complot d'Ankara encore plus préoccupant que ses précédents. Depuis le début de l'année, l'Iran n'a pas officiellement consolidé sa structure de commandement au plus haut niveau. La position de guide suprême, la plus haute autorité du régime islamique, au-dessus du président, au-dessus du Parlement, source de toute légitimité pour les grandes décisions militaires, est occupée dans un contexte d'incertitude institutionnelle. Selon certains rapports, des figures militaires de haut rang se partagent les responsabilités décisionnelles dans l'intervalle. Selon d'autres, plusieurs centres de pouvoir coexistent, chacun revendiquant une part d'autorité. Ce vide n'est pas une bonne nouvelle pour la stabilité régionale. Voici pourquoi. Habituellement, une opération visant un chef d'État étranger et a fortiori le président des États-Unis requiert une autorisation au niveau le plus élevé du régime. Ce n'est pas une décision déléguée à un commandant de terrain ou à un chef de proxy. C'est une décision stratégique qui engage l'ensemble de l'État iranien, avec toutes les conséquences que cela implique en termes de riposte potentielle. Quand ce sommet décisionnel est flou, quand plusieurs figures se disputent la légitimité de donner des ordres, il devient possible que des décisions d'une telle ampleur soient prises de manière fragmentée, sans le contrôle centralisé habituel. C'est pas moins dangereux, c'est plus dangereux. Un régime dont le centre de commandement est fragmenté peut autoriser des actions qu'un régime unifié et rationnel aurait tempérées ou bloquées. Ce n'est pas un incident isolé dans une longue série d'alertes, ce n'est pas une décision impulsive née du chaos d'un conflit qui s'emballe. C'est le dernier épisode d'un schéma documenté sur plusieurs années, avec des preuves judiciaires, des inculpations formelles et des opérations démantelées sur plusieurs continents. Des réseaux liés à l'Iran ont tenté, selon des procédures judiciaires fédérales américaines rendues publiques, de cibler des responsables américains en poste et anciens, y compris sur le sol même des États-Unis.
Des inculpations ont été prononcées par des grands jurys fédéraux, des opérations ont été démantelées par le FBI en coordination avec des services alliés. Certaines l'ont été à temps, d'autres avaient progressé beaucoup plus loin qu'on l'anticipait. Il y a eu, dans les semaines précédant l'incident d'Ankara, une alerte concernant une possible menace par missile portatif à proximité d'un grand aéroport américain. Cette alerte n'a finalement pas été confirmée comme crédible au sens opérationnel du terme. Mais elle a été prise au sérieux, traitée comme une priorité et analysée dans le détail par les agences de sécurité. Parce que le contexte global exige désormais de prendre ces alertes au sérieux, même quand elles ne débouchent pas sur une action réelle. L'arme que les analystes considèrent comme la menace la plus réaliste dans ce type de scénario est précisément ce genre de missile portatif, un MANPADS, pour Man Portable Air Defense System. C'est un missile solaire qui se transporte à l'épaule, qui peut être opéré par une seule personne formée, et qui peut être positionné dans le périmètre élargi d'un aéroport sans nécessiter une infrastructure visible ou une présence nombreuse. Il ne requiert ni lanceur fixe au sol, ni équipe nombreuse, ni communication radio complexe. Une personne formée, une fenêtre de tir de quelques secondes et une signature thermique à verrouiller, c'est tout ce qu'il faut. C'est le type de menace le plus difficile à défendre par des moyens préventifs classiques. On ne peut pas frapper un lanceur mobile qu'on n'a pas encore localisé. On ne peut pas interdire un périmètre de plusieurs kilomètres autour d'un aéroport international en maintenant un cordon permanent. La seule défense réaliste contre un MANPADS, c'est la détection précoce par le renseignement, les contre-mesures embarquées sur l'appareil cible et les procédures opérationnelles qui limitent l'exposition de la cible aux fenêtres de tir les plus dangereuses le décollage et l'approche finale. Et c'est exactement ce que le VC-25A était conçu pour gérer depuis le premier jour. Maintenant, posons la question que l'auditeur français ou québécois est en droit de se poser directement. Pourquoi cette histoire concerne-t-elle l'Europe ? Pourquoi devrait-elle nous préoccuper ici, à Paris ou à Montréal, quand l'incident s'est produit à Ankara pendant un conflit dont le front principal est au Moyen-Orient ? La réponse est plus immédiate qu'on ne le pense. La France était représentée au sommet de l'OTAN à Ankara, les délégués français étaient dans les mêmes bâtiments que la délégation américaine lorsque le complot a été détecté et traité. L'article 5 du traité de l'Alliance Atlantique, qui stipule qu'une attaque contre un membre est une attaque contre tous et déclenche une obligation de réponse collective, est au cœur de l'architecture de sécurité européenne depuis 1949. Un attentat réussi contre le président américain sur le sol d'un État membre de l'OTAN, la Turquie, aurait constitué une crise sans précédent depuis la fondation même de l'Alliance. Pas une crise diplomatique. Une crise existentielle pour l'ensemble du système de sécurité collective occidentale, mais il y a une dimension encore plus directe et plus ancienne. La Direction générale de la sécurité intérieure, la DGSI, surveille depuis des années des réseaux liés à l'Iran opérant sur le territoire français. En 2018, une cellule avait planifié un attentat lors d'un rassemblement de l'opposition iranienne en région parisienne, une opération démantelée grâce à une coopération entre les services français, belges et américains. Les personnes arrêtées et inculpées à l'époque étaient liées à la Force Codes. Des tentatives d'intimidation, de surveillance et de neutralisation visant des dissidents iraniens exilés sur le territoire français ont été documentées régulièrement depuis, avec des arrestations et des procédures judiciaires qui témoignent d'une présence opérationnelle iranienne sur le sol européen qui ne s'est jamais vraiment interrompue. De Gaulle avait dit en 1966, en retirant la France du commandement intégré de l'OTAN, que la sécurité française ne pouvait dépendre uniquement de garanties extérieures. 50 ans plus tard, la question se repose différemment. Est-ce que les réseaux iraniens sur le sol européen sont un problème exclusivement américain, ou sont-ils une menace directe pour les États européens qui accueillent des opposants iraniens, des ressortissants iraniens et des acteurs économiques en lien avec la région ? La réponse est dans les archives de la DGSI, elle est dans les procédures judiciaires ouvertes devant les tribunaux belges et français, elle est dans les écoutes et les filatures qui ont permis de neutraliser l'opération de 2018 avant qu'elle ne devienne un massacre en banlieue parisienne. Pour le Canada, la question se pose avec la même acuité et la même immédiateté. La communauté iranienne au Canada est l'une des plus importantes du monde occidental, concentrée notamment à Toronto et à Vancouver. Elle comprend des intellectuels, des entrepreneurs, des universitaires et des opposants politiques qui ont fui le régime islamique depuis 1979 ou plus récemment. Cette communauté est régulièrement ciblée par des opérations d'intimidation et de déstabilisation menées par des réseaux proches de Téhéran, des opérations qui cherchent à réduire au silence les voix critiques à l'étranger, à surveiller les familles restées en Iran comme moyen de pression et à maintenir une forme de terreur transfrontalière qui dépasse largement le seul conflit en cours. Ankara, ce 28 juillet, n'était donc pas un incident périphérique dans une guerre lointaine. C'était la démonstration que le réseau extérieur de l'Iran reste fonctionnel, ambitieux et capable d'atteindre les capitales alliées en plein sommet de l'OTAN.
Revenons maintenant au tarmac d'Ankara. Parce qu'il y a un détail dans cette histoire que presque personne n'a relevé dans la couverture pressée de l'événement et qui condense tout ce que nous venons d'analyser en une seule image. L'avion à 400 millions de dollars est resté sur le tarmac. Pas parce qu'il était défaillant, pas parce que quelqu'un avait commis une erreur de planification ou de budget. Il est resté sur le tarmac parce que, dans la doctrine de protection présidentielle américaine, un système non vérifié en conditions réelles n'existe pas en tant que système de protection. Un avion dont les contre-mesures ne sont pas encore entièrement opérationnelles, c'est un risque calculé. Et un risque calculé que l'on n'accepte pas quand une menace spécifique est identifiée et que le chef d'État est à bord. Le Secret Service a donc fait exactement ce que sa doctrine lui ordonne depuis des décennies. Il a choisi la certitude sur la modernité, il a choisi l'éprouvé sur le spectaculaire. Un avion de 40 ans au système défensif complet et validé, contre un Boeing flambant neuf dont le chantier de retrofitting n'était pas terminé. Ce n'est pas un aveu de faiblesse. C'est la démonstration que la logique de protection présidentielle résiste à la pression marketing des contrats de défense. Et voilà la vraie victoire iranienne dans cette histoire, et elle n'a nécessité aucun missile tiré, aucune victime, aucune image spectaculaire. L'Iran n'avait pas besoin de frapper, il avait besoin de créer les conditions d'une menace crédible, et ce faisant, il a forcé le président américain à changer d'avion en secret pendant un sommet de l'OTAN en pleine guerre ouverte. Il a démontré que son réseau de proxy pouvait atteindre une ville à 1600 km de ses frontières. Il a confirmé que ses opérations extérieures restaient actives et capables, même sous la pression militaire la plus intense que l'Iran ait connue depuis la guerre Iran-Irak des années 80. C'est pas un échec iranien, c'est une démonstration de capacité asymétrique. Et elle s'inscrit dans une logique que les frappes de précision ne peuvent pas éteindre seules. La vraie question qui reste ouverte n'est pas de savoir si le complot d'Ankara a échoué. Il a échoué et les systèmes américains ont fonctionné comme prévu. La vraie question est celle-ci, que se passe-t-il si ces proxys obtiennent des systèmes de guidage de dernière génération qui saturent les contre-mesures du VC de 5A? Que se passe-t-il si la prochaine alerte arrive dans un pays moins bien équipé pour la détecter, moins bien structuré pour la traiter en quelques minutes, moins bien connecté aux réseaux de renseignement qui ont permis d'agir à Ankara avant que la menace devienne réelle? L'Iran ne cherche pas à remporter une bataille. Il cherche à maintenir la pression asymétrique, déniable, perpétuelle, jusqu'à ce que le coût politique de la guerre dépasse, pour Washington, le coût de l'arrêter. C'est la logique des proxys, c'est la logique des 40 ans de guerre par procuration que la force Codobs a perfectionnée sur 3 continents. Et c'est une logique que ni une frappe de précision sur une installation nucléaire, ni un changement d'avion présidentiel sur un tarmac d'Ankara ne peut désactiver seul. Ce réseau est là depuis 1979. Il a survécu aux sanctions les plus sévères de l'histoire économique récente. Il a survécu aux frappes chirurgicales qui ont tué certains de ses commandants les plus emblématiques. Il a survécu aux trahisons internes et aux opérations d'infiltration menées par des services adverses. À chaque fois, il s'est adapté, il s'est décentralisé, il a attendu que la pression retombe et il a recommencé. Ankara n'était peu être qu'un test pour voir jusqu'où le réseau pouvait aller, jusqu'où les contre-mesures américaines fonctionnaient, jusqu'où la détection précoce permettait d'agir. La prochaine fois, les paramètres du test seront différents. Et peut être que la fenêtre de réaction sera plus courte. L'Iran a failli forcer Air Force One à rester au sol, il ne l'a pas fait. Mais il a prouvé quelque chose de plus important, qu'il peut encore contraindre, encore forcer des décisions, encore projeter de l'incertitude à des milliers de kilomètres de Téhéran, même en état de guerre ouverte, même avec un commandement fragmenté, même sous des frappes continues. Cette capacité de nuisance asymétrique est le seul actif stratégique que personne ne peut bombarder. Et c'est lui qui déterminera, autant que le résultat des frappes militaires, l'issue de ce conflit. Fordo a-t-il appris à l'Iran jusqu'où creuser, ou Ankara lui a-t-il appris jusqu'où frapper sans jamais appuyer sur la gâchette?